tous et bienvenue dans l'émission Les Experts. Après 2 semaines, eh bien voilà, nous revoilà et merci de nous accueillir chez vous. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat et c'est le cas en présence de Maître Laura Poulet. On se retrouve tout de suite dans l'émission Les Experts. Une question, un point d'interrogation. Eh bien, écoutez, on va essayer de répondre à vos questions, ou du moins vous orienter. Il est vrai que d'avoir une réponse claire, nette et précise, c'est pas évident, car il faut un dossier et pas mal d'éléments. Mais au moins, on aura le plaisir de vous orienter. Vous faites le 02 62 566 566. Ça va s'écrire donc en bas de votre écran. Et puis, au standard, on aura le plaisir, bien sûr, de vous faire passer en direct. Vous restez en total anonymat. Il n'y a pas de problème. Vous exposez le fait et Maître Moutou Komora Poulet aura le plaisir, bien sûr, de vous répondre. Eh bien, écoutez, cher maître, je voudrais vous poser quelques petites questions avant que le standard explose. La question est la première. Alors, ce sont des questions qui me sont données à droite et à gauche. La première, alors, qu'est-ce qu'un docteur en droit? On connaît le docteur. Docteur, je suis malade, mais là, le docteur en droit. Alors, le docteur en droit, il ne va pas pouvoir prescrire une ordonnance et des médicaments. Ah, c'est raté. Bon, ça, c'est pas bon. Ça n'est pas ça du tout. Alors, le docteur en droit, un docteur en droit, c'est un titre. Il faut, pour être docteur en droit, avoir déjà suivi au moins 5 ans d'études et faire... moi, à l'époque où j'étais à la fac, on appelait ça un doctorat. Il faut présenter son doctorat, rédiger et soutenir une thèse. Et à l'issue donc de la soutenance de thèse, lorsque... on a fini par réussir avec brio cette épreuve. Avec qui? Excusez-moi, il fallait que je la fasse, je suis désolé. Oui, elle était facile. Je viens avec plaisir. Oui, avec qui? Excusez-moi. Voilà. Très facile. Oui, j'aime les choses faciles. Voilà. On a le titre de docteur en droit. Avec ce titre, on peut parfois, si le cœur nous en dit, enseigner à la fac, devenir comme maître de conférence, ensuite professeur des facultés, ou on peut, par exemple, aussi envisager une carrière pour être avocat, parce qu'avec le titre de docteur en droit, on peut ne pas passer les épreuves du pré-CAPA et accéder directement à la formation sur dossier, ou même envisager une carrière de magistrat, là encore. D'accord. Il y a plusieurs possibilités. Ça vaut la peine quand même d'être docteur en droit. Voilà, mais ça vaut surtout, c'est bac plus 7-8, donc c'est surtout passer de nombreuses années sur les bancs de l'université. C'est ça, on mange beaucoup de sandwich. C'est bien ça. Par exemple. Merci beaucoup pour ces précisions. J'espère bien sûr qu'on a répondu à la question qu'est-ce qu'un docteur en droit? Eh bien, on va faire tout de suite un petit tour au niveau du standard au 02 62 566 566. Bonsoir, allô, on vous écoute avec Maître Komora Poulet. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, vous m'entendez? Oui, très très bien. Alors, je voulais savoir si j'ai des abonnements, et j'ai fait un mutuel et je n'arrive pas à payer. Qu'est-ce qu'on va faire pour moi? Abonnement de quoi? De téléphone et un abonnement de mutuel. Je vais te parler nous, hein. Abonnement téléphonique et abonnement mutuel. Ah, deux abonnements quand même qu'on ne peut absolument pas payer, c'est ça? Oui, j'arrive pas à payer parce que Marie rentre d'une maison et pendant 2 mois, j'étais un petit peu coincée. Je ne dirai pas payer du tout maintenant par rapport à mon budget, c'est juste loyer, courant de l'eau, puis maman, il va. En fait, ce que vous pouvez faire pour essayer déjà de trouver une solution, c'est peut-être aller directement prendre rendez-vous, voir un conseiller ou à la mutuelle ou chez votre opérateur et essayer d'expliquer votre situation, voir s'il y a moyen de faire un report des échéances à quelques mois, c'est-à-dire stopper le paiement pendant toute la période de difficulté et la reprendre plus tard, ou envisager de mettre en place un échéancier, c'est-à-dire au lieu de payer une somme mensuelle sur 12 mois, peut-être essayer de faire ce paiement sur plus longtemps. D'accord. Et est-ce qu'ils ont le droit de saisir mon compte si je suis à CAF? Si vous êtes titulaire du RSA, vous voulez dire?
Oui. Voilà. Alors, en principe, les prestations familiales ne sont pas saisissables. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous saisir ni vos prestations familiales, allocations familiales, ni le RSA. Donc voilà, D'accord. sur le principe. Mais après- maintenant, il faut aussi être tout à fait responsable. À mon sens, il faut vous rapprocher de l'organisme, lui expliquer la situation. Est-ce que cette situation, elle n'est que provisoire du fait de difficultés pendant quelques mois, ou si la situation risque de durer plus longtemps, et si d'aventure vous avez véritablement des problèmes, peut-être envisager de résilier un des contrats si vous n'avez vraiment pas moyen de payer. Maintenant, avant d'en arriver à de telles extrémités, peut-être qu'il serait intéressant pour vous d'aller voir l'opérateur et la mutuelle et mettre en place un échéancier parce qu'aujourd'hui, une mutuelle, c'est quand même très essentiel et on peut envisager de trouver des solutions, mais à ce moment-là, il faut aller en parler avec la mutuelle en elle-même ou l'opérateur. D'accord, mais après, si j'ai des frigidaires chez moi, j'ai le lit, tout ça, est-ce qu'il peut saisir ou pas ça? Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut avoir des difficultés de paiement d'une dette, mais le créancier ne va pas pouvoir venir saisir par le biais d'un huissier tout de suite vos biens. Il faut passer par une procédure qui est bien plus longue. D'une part, il faut que ce créancier saisisse un juge ou le tribunal ou faire une ordonnance d'injonction de payer pour avoir un titre exécutoire. Et ce n'est un titre exécutoire, c'est une décision de justice qui va vous condamner à payer une somme d'argent à ce créancier. Donc, si le créancier, il a d'abord ce titre exécutoire, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va saisir un huissier et que l'huissier va vous faire un commandement de payer, un commandement valant saisie-vente. Si vous ne payez pas ou vous ne mettez pas en place un échéancier pour essayer de régler votre dette par petites sommes, ce n'est qu'à ce moment-là, dans un délai très long, que se mettra en place une saisie. Mais encore faut-il que vous ayez des biens à saisir. Il faut savoir que le Code de procédure civile en matière d'exécution prévoit une liste de biens qu'on ne peut pas saisir. Oui. Voilà. S'il a un hocher d'un enfant, on va pas le faire quand même. Ça a très peu de valeur. Les biberons non plus. Non, mais c'est vrai, non, mais parce que on s'imagine, il y a un minimum, un réfrigérateur, une plaque chauffante. Un réfrigérateur, une gazinière, plaque chauffante, un lit. La Rolls-Royce, non, on touche pas à ces choses-là. Une table avec des chaises. Non, on va saisir le superficiel, l'accessoire, mais pas ce qui est primordial pour que vous puissiez vivre décemment. Ça, c'est pas possible. Par exemple, je peux saisir un ordinateur, un écran plasma, un truc comme ça. Ah oui, ça oui. Là oui. Ce sont des biens de consommation, ça n'est pas essentiel à vos besoins les plus primaires. Donc oui, ça peut être saisi. Mais après, si j'ai que des plastiques, Si vous avez quoi, pardon? J'ai pas entendu. J'ai que des plastiques à la maison. Des plastiques? La plastique, mon plastique. Bon, ça va, donc oui, non, mais bien sûr. Bon, enfin, d'ici là, non, il ne faut pas non plus trop dramatiser. Maître, également, il y a une petite chose, que des fois, on reçoit des lettres avec des titres assez menaçants, assez pompeux, et ça stresse. Mais quand il n'y a pas le sceau d'un avocat ou d'un huissier, il ne faut pas non plus trop stresser, parce qu'il y a des gens qui se rendent malades dès une première lettre, parce qu'ils ont quand même des termes assez durs et crus. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre ces termes-là, tout de suite, on a l'impression qu'on va être pendu haut et court. C'est-à-dire, je trouve ça inadmissible d'ailleurs d'envoyer des trucs aussi corsés pour une première mise en demeure, entre guillemets. Enfin, non, alors, il y a aujourd'hui une pratique qui est assez courante.
c'est que les créanciers, lorsqu'ils ont un peu, ils en ont eu un peu assez d'envoyer des lettres de relance, etc., etc., ils transfèrent ce dossier-là, soit un service contentieux qui font, ce service fait partie de la société, ou ils peuvent transférer le dossier à des organismes de recouvrement. C'est souvent ces organismes de recouvrement-là qui sont menaçants et qui mettent la pression sur les débiteurs en appelant régulièrement au téléphone, en envoyant même des textos. Et moi, dans le cadre de mon activité, j'ai vu des clients arriver, mais véritablement angoissés, dépités, parce qu'ils reçoivent des appels incessants de jours comme en début de soirée. Voilà. Et les gens veulent absolument qu'ils s'engagent à payer 50 € par mois, etc., etc. Mais si une personne n'a pas, par exemple, si une personne a 3 abonnements et si les 3 ils demandent 50 €, la personne n'a pas, il veut donner 10 € de chaque, c'est possible? Écoutez, là, il faut absolument que vous puissiez limiter déjà les abonnements dans ces cas-là, déjà, ce serait une bonne chose. Il faut vous rapprocher de votre opérateur. Il faut peut-être, comme l'a si bien conseillé notre présentateur, peut-être limiter les abonnements et par là même les dettes, parce que les forfaits impayés, ça va venir gonfler la dette. Mais il ne faut pas avoir peur des organismes de recouvrement. Ils vous mettent la pression, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que rien ne peut être fait s'il n'y a pas un titre exécutoire. Il ne peut pas y avoir de saisie, même si on vient vous raconter tout et n'importe quoi. Et la meilleure façon, à mon sens, de se protéger et de pallier à ces angoisses, etc., c'est soit se renseigner au niveau d'une maison de justice, parce que nous avons des personnes qui sont formées, qui peuvent vous donner des informations. Nous avons, dans le cadre des consultations gratuites par les avocats qui sont dispensées dans ces maisons de justice. Donc, vous pouvez avoir une information. Vous pouvez aussi avoir une information auprès des associations de consommateurs. Donc, avant de stresser, d'être angoissé, de se faire 2 ulcères, le mieux, c'est d'aller voir un avocat, de se renseigner au niveau des maisons de justice pour savoir si on peut en voir un dans le cadre de consultations gratuites, ou peut-être même voir une association de consommateurs qui pourra vous apporter des informations, parce qu'il y a des juristes qui peuvent nous aider à ce moment-là. Merci maître, merci beaucoup. On a du monde au standard. J'espère qu'on a pu répondre à votre question, madame. Madame En tout cas, madame, oui. je veux faire un compliment, elle est très belle. Oui, je sais, et je la vois aussi sur l'écran en face, et je suis d'accord avec vous, elle est très belle. Ah oui, elle est très belle. Et vous aussi, vous êtes très beau. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Merci beaucoup en tout cas. On se rappelle, donnez de nos nouvelles, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rappeler dans un mois, dans 2 mois, la semaine prochaine, si on est là, bien sûr. Merci beaucoup. On continue au standard au 02 62 566 566 en compagnie de maître Moutou Kamara Poulet. Bonsoir, allô, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir. C'est pour un renseignement s'il vous plaît, au niveau des taxes foncières. Oui. Très très bien les taxes foncières. C'est bien d'être propriétaire. Alors, je suis partie pour savoir comment régler les montants qu'on doit. Oui. Donc, d'après le monsieur, il a dit qu'il va falloir régler ça en 5 mois. Parce que j'avais pas la possibilité, je suis RSA. Oui. Donc, on n'a que 600 et quelques. J'ai rapporté des papiers de la CAF, faut-il voir, et le papier pour faire des prélèvements. Donc, il m'a dit qu'il faut régler ça au plus vite 5 mois. Dans les 5 mois, il y a 3 mois 199 €, 1 mois 198 et 1 mois 180 €. Cela fait 975 €, or que j'ai 903 € à payer. Donc, il y a une majoration de 72 €. Oui. Est-ce que c'est normal, s'il vous plaît? Normalement, c'est déjà 10%. Donc, oui, ça m'étonne un petit peu. Peut-être que le calcul est peut-être pas n'a pas été bien fait, parce qu'en règle générale, les pénalités, c'est 10%. Oui, mais là-dedans, il y a 72 €. J'ai le papier. D'accord. En plus des 10%? Oui, c'est 10% de majoration, soi-disant, mais c'est à 72 €. Dites rien alors. dites rien. En fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez, puisque vous avez mis en place un échéancier, voir si de faire une demande de remise gracieuse de ces pénalités.
J'ai déjà fait pour l'année dernière. Oui. Donc, on m'a donné une réponse. Oui. Et là, je vois que pour cette année, on me remet à 72 euros. L'année dernière, c'était à 120. D'accord. Et là, c'est à 72 euros. Donc, je voudrais savoir si c'est normal, parce que je suis allée voir pour voir comment on fait le règlement. Et on n'a pas le moyen de régler tout d'un coup. Oui. Donc, on voulait régler ça par mois, c'est-à-dire peu par peu, quoi. Ouais. Vous êtes allé au Trésor public? Oui, j'ai passé avec le monsieur qui est en haut, au bureau H. Bureau H, d'accord. Oui, moi j'étais le bureau H pour ne pas dévoiler le nom de ce monsieur. Oui, non, surtout pas. Puis attendons, ce sont des fonctionnaires, ils font leur métier. Oui. C'est eux des fois qui sont en première ligne de nos décideurs. Les pauvres, je vous plains. Oui, mais quand il a fait le papier, en faisant le papier pour faire des prélèvements, il ne m'a pas dit qu'il y aura un pourcentage à prélever dessus. Oui. Il avait compté, bon, ben, ce mois-ci c'est 180, le mois prochain 199, 199, 198, sans plus. Mais quand je suis arrivée ici chez moi, je regardais sur mon papier, je vois qu'il y a 72 euros de majoration. D'accord. Bon, écoutez, moi, je ne suis pas, il faut le dire, Là, il faut reconnaître. Là, au niveau juridique, on peut. Voilà, je ne suis pas trop spécialisée dans le domaine fiscal. Hein. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous pouvez, bien évidemment, puisque vous n'avez pas les moyens de payer intégralement cette taxe foncière, demander à mettre en place un échéancier. Ce qu'il faut, vu votre situation, c'est apporter l'ensemble des justificatifs de vos revenus, hein, de ce que vous percevez, mais aussi de vos charges, parce que les charges doivent être prises en considération pour mettre en place cet échéancier. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que vous ne bénéficiez d'un échéancier que sur 5 mois, alors que vous êtes bénéficiaire du RSA. Alors, ça me paraît un petit peu particulier. Peut-être qu'il serait intéressant de retourner voir les services fiscaux, notamment pour demander des explications sur ce montant de 72 euros qui ne correspond pas aux 10% de pénalité, mais qui correspond à quelque chose, mais quoi, on n'en sait rien. Et aussi, bon là, je vais peut-être pas faire le travail des services fiscaux. Il est peut-être intéressant pour eux de vous proposer de mensualiser cette taxe foncière. Oui, mais j'ai voulu faire comme ça. Mais parce que mensualiser, ça veut dire payer sur 10 mois, voire 12. Oui, j'ai compris. Et non pas sur seulement 5. Oui, mais sur 5 mois, en fait, c'est lui qui a décidé la somme qu'on doit payer. Moi, je lui ai dit, je peux pas. Parce que l'année doit finir, on a beaucoup de choses aussi à payer. Bien sûr. Des enfants, des petits-enfants qui grandissent pour les cadeaux pour les enfants, Noël qui arrive, jour de l'an et tout. Mais bon, ben, c'est lui, il a décidé cette somme-là. Je lui ai dit que non, je ne peux pas. Il m'a dit que bon, ben madame, il va falloir faire comme ça, c'est comme ça. C'est lui qui... Alors, je vais peut-être me mettre à dos. Bureau H, hein, c'est ça que vous avez dit? Je vais peut-être me mettre à dos tous les fonctionnaires des services fiscaux. Bon, on se fait plaisir ce soir. Non, mais j'espère pas. Non, mais ce qu'il faut se dire, on peut mettre en place un échéancier, mais si cet échéancier n'est pas mis en place en concertation avec le débiteur, avec surtout conformément à votre capacité de payer, je veux dire, vous ne pourrez jamais le respecter, cet échéancier. Et bien évidemment, ce qu'on dit, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous couper un bras pour aller payer votre dette. Donc, payez en fonction de vos capacités. Puisque, d'après ce que j'ai compris, c'est que les 10% de pénalité, on vous les a déjà appliqués. Oui, alors, même si vous ne pouvez pas payer en 5 fois, si vous devez payer en 6 fois ou 7, faites-le. Parce que avant que se mette en place toute la procédure de saisie, etc., ça prendra un peu de temps. 2-3 mois, hein, des fois. Voilà, donc peut-être que vous aurez le temps de régler cette dette. Bon, je ne suis pas de celle à conseiller aux gens de ne pas respecter la loi ni les dispositions réglementaires. Mais ça permettra peut-être de pouvoir acheter à manger quand même le soir. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas priver vos enfants de nourriture
pour aller payer une dette en 5 mois, alors même que tout un chacun peut demander à mensualiser sa taxe foncière ou sa taxe d'habitation et avoir un délai sur 10 mois. Alors maintenant, je ne sais pas, parce que comme je vous dis, ce n'est pas trop ma spécialité ni ma tasse de thé, il faut le dire. En tant que bénéficiaire du RSA, est-ce que vous avez envisagé de demander un dégrèvement de tout ou partie de votre taxe foncière? Non, j'ai pas encore fait ça. Peut-être qu'il faudrait envisager de le faire. Je ne sais pas, hein, un dégrèvement est toujours possible en fonction de votre situation. Et je pense que pour les bénéficiaires du RSA, il y a peut-être une possibilité de le faire. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aura un spectateur qui travaille aux services fiscaux qui pourra m'apporter la contradiction et nous apporter plus d'éléments. Vous faites le 02 62 566 566. Voilà, hein, au moins ce soir on se couchera tous un peu plus intelligents, je ne sais pas. Mais à mon sens, retournez aux services fiscaux et voyez ce qu'il y a à faire en demandant peut-être à bénéficier d'un dégrèvement. Bien évidemment, si toutes les conditions sont réunies et que si vous pouvez faire partie de ces personnes bénéficiaires de ce dégrèvement. Voilà. Ou alors, sinon, vous écrivez « Petit Papa Noël des impôts, ta hotte est grande et bien remplie. Peux-tu me faire grâce de ces 10%? Merci à toi, je te fais des gros bisous partout et sur ta barbe. » Voilà. C'est une idée également à mettre, mais bien sûr, on rigole. Mais enfin, ceci étant dit, ceux qui sont aux impôts, eh bien, c'est un métier. Il y en a qui sont très bien, puis d'autres qui sont un peu plus bourrus. Voilà. Bon, c'est un peu comme tout, hein. Il y a des bons boulangers et des mauvais. Madame, je vous remercie beaucoup, en espérant bien sûr que ça s'arrange. Et n'hésitez surtout pas, en effet, à suivre les conseils de Maître Moutou Komora-Poulet. Ok, je vais le suivre. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. Messieurs et madame, au revoir. Au revoir. Le standard 02 62 566 566. Si c'est à vous, eh bien, dites oui, je suis là. Non, eh bien, vous n'êtes pas là. Oui, si, vous êtes là. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, au fait, je vous appelle, c'est au sujet d'une pension alimentaire, c'est pour un paiement direct. Oui, oui, je vous écoute. Directement sur mon salaire. Mais il y a eu une main levée en juin 2010. Donc, suite à cette main levée, il y a plus, j'ai plus eu de nouvelles du tout de la personne. Et là, maintenant, j'ai reçu un courrier de la CAF qui me réclame des arriérés de pension. C'est de juin 2012 à juin 2014. Et donc, il y a une main levée de... Alors, que je comprenne bien. Alors, il y a eu une décision de justice vous fixant une pension alimentaire qui devait être réglée à votre ex-compagne, très certainement, pour l'entretien et l'éducation de vos enfants. Voilà, oui. Voilà. Là, on est d'accord sur ce point. Madame a demandé à un huissier de mettre en place un paiement direct, c'est-à-dire paiement directement par votre employeur. Oui. Voilà. Oui. En 2010, est-ce qu'il y a eu une décision du juge aux affaires familiales qui a supprimé cette pension alimentaire? Non, la pension n'a pas été supprimée. Oui. Mais il y a eu une main levée demandée par mon ex-concubine pour arrêter la pension parce qu'elle ne voulait plus de la pension. Et j'ai plus eu du tout de nouvelles après. D'accord. Donc c'est une chose qui a été faite. Ils n'ont plus prélevé. Mais par contre, elle est partie voir... elle est repartie à la CAF. Oui. Et en disant... Parce que j'ai reçu un courrier de la CAF aussi qui me dit que madame a déclaré que je ne donnais plus de pension depuis juin 2012. D'accord. Et là, maintenant, on me réclame les arriérés de juin 2012 à juin 2014. Et pour savoir si... Oui, alors... C'était normal, Bon, vous êtes... bon, je dirais pas, mais... vous avez peut-être fait confiance un petit peu trop à cette ex-compagne. Tout simplement pourquoi? Parce que madame, oui, elle a fait un courrier demandant la main levée du paiement direct en faisant état de ce qu'elle ne voulait plus. Elle ne voulait plus obtenir cette pension alimentaire. Sauf que dans le même temps, elle a demandé à la CAF de lui verser ce qu'on appelle le soutien familial. D'accord, oui. Donc, soutien familial a été versé. Et aujourd'hui, la CAF se retourne contre vous en vous disant qu'on a une décision de justice
qui fixe une pension alimentaire qui devait être payée par le père. Oui. Comme il n'y a pas de décision prononçant la suppression de cette pension alimentaire, la pension alimentaire, elle est toujours due. D'accord. Alors, pour vous en sortir, vous avez peut-être encore une possibilité. Oui. Si vous avez gardé le courrier de madame qu'elle avait envoyé à l'huissier à l'époque pour demander la main levée, Oui. puisqu'elle ne voulait plus recevoir de pension alimentaire, si vous avez encore ce courrier, Oui, j'ai ce courrier que j'ai récupéré. avec peut-être les qu'il huissiers, serait intéressant que Oui. vous l'adressez à la CAF Oui. pour faire état de ce que, justement, madame, il y a eu un accord entre vous. D'accord. Il n'y avait plus de pension alimentaire à verser. Elle était tout à fait d'accord. Oui. Et aujourd'hui, en quelque sorte, elle est allée récupérer au niveau de la CAF ce soutien familial. Et aujourd'hui, la CAF se retourne contre vous. D'accord. Le mieux, alors si vous n'avez plus les moyens de payer la pension alimentaire, le mieux c'est de ressaisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression. D'accord. Purement et simplement. Oui. Et comme vous l'aurez fait vous-même, il n'y aura pas de surprise. Oui. Mais le souci, c'est que la CAF, aujourd'hui, elle est en droit de vous réclamer ces sommes, puisque la seule décision qu'elle a entre ses mains, c'est une décision qui prononce une pension alimentaire. D'accord, oui. Voilà. Donc, votre salut, ce serait de retrouver le courrier qui avait été fait à l'époque par madame et dans lequel elle renonçait au bénéfice de cette pension alimentaire. Ben moi, j'ai le courrier, j'ai une lettre que j'ai récupérée avec les huissiers. Oui. Il précise bien que la main levée est pure, simple et définitive, enfin datée et signée aussi. De chez les huissiers, voilà. Oui, Et c'était peut-être un courrier de l'huissier, mais est-ce que c'est marqué noir sur blanc que c'est fait à la demande de madame? Oui, c'est marqué, oui. Bon, très bien. C'est Voilà. précisé que c'est à la demande de... Voilà. Voilà. Donc, il faudrait l'adresser avec un petit courrier d'accompagnement Oui. à la CAF, ou peut-être vous D'accord. déplacer directement, aller leur expliquer la situation. D'accord. Voilà. Mais, comme je vous dis, du moins pour les autres personnes qui nous écoutent, le mieux, c'est de demander la suppression de la pension alimentaire pour être sûr de ne pas avoir de surprise 1 an ou 2 ans après, parce que justement, D'accord, oui. la CAF va se retourner contre D'accord. vous. Et par contre, pour demander la suppression, comme maintenant madame est à Bordeaux, Oui. est-ce qu'il faut que je fasse la demande au tribunal de Bordeaux ou ici où le premier jugement a été fait? Alors, vos enfants, ils habitent où? L'enfant, elle est sur à Bordeaux. Ouais, alors le principe, le juge aux affaires familiales compétent, c'est le juge aux affaires familiales du domicile de l'enfant. D'accord, oui. Donc, on est parti sur Bordeaux, D'accord. ce qui est encore Voilà. plus simple. Ouais. Je vous remercie. Donc tous les éléments sont bons pour vous, grosso modo. Oui, il n'y a pas de problème. Et, Maintenant, il faut voilà, aller négocier maintenant, il avec faut y la aller. CAF. Voilà. Alors Voilà. souvent, on parle en effet de lettres, etc. Alors il existe sur Internet aussi, c'est vrai qu'il y a pas mal d'exemples Oui. de lettres, donc surtout si vous êtes en manque d'inspiration, parce que c'est loin d'être une lettre d'amour, Oui. on est bien d'accord, ou une carte postale. Donc si vous êtes en manque d'imagination, n'est-ce pas, eh bien allez sur Internet et vous tapez juste l'entête de l'objet, et souvent on a quand même un panel assez intéressant d'exemples. D'accord. Oui, mais petit bémol. Ah, c'est bien, non mais c'est important de le dire. Ça met beaucoup d'avocats au chômage? Non, je plaisante. Non, ça n'est pas ça. C'est que souvent sur Internet, vous avez aussi des législations qui sont des législations pas forcément françaises. Alors, on a beaucoup de renseignements, mais il faut prendre les bons renseignements, savoir si ce sont des textes qui sont applicables en métropole et non pas au Canada, ailleurs, etc. etc. Donc, si vous Voilà. prenez des exemples de lettres, faites bien attention à ça, car c'est un problème qu'on vient juste de soulever avec Maître Moutou Komora-Poulet. Attention, en effet, que cette lettre soit bien orientée vers la loi du pays. C'est Voilà, ça exactement. Souvent, on tombe quand même sur Oui, mais bon, vous avez des... Voilà. Bon, voilà, monsieur, j'espère que ça se passera bien Je pour vous vous. remercie pour les renseignements. Il n'y a pas de Je vous souci, en très prie. bien. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci. Alors, je vais demander au standard s'il y a quelqu'un. Oui, on me dit oui. Ah ben écoutez, ce soir les experts, c'est très bien. 02 62 566 566 et c'est le numéro que vous venez juste de composer maintenant. On vous écoute. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai une question à poser à Mme Komora-Poulet, s'il vous plaît. Mais dites donc, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'ai acheté la maison et le terrain de mes parents. Oui. Papa est mort et maman vient de mourir aussi.
Maman avait l'usufruitier Mhm. et elle vient de décéder. Et maintenant, je voudrais savoir, comme la maison était fermée pendant 3 ans, elle est partie vivre en métropole. J'ai laissé la maison pour elle parce qu'il y avait un petit conflit dans la famille. Maintenant, j'aimerais bien savoir si je peux tout de suite entrer dans la maison ou alors faut-il que je passe par le notaire ou un avocat, quelque chose comme ça, s'il vous plaît. Alors, vous l'avez acheté, vous avez un titre de propriété, vous avez un acte Oui, de vente. on a l'acte, oui. Voilà, donc vous aviez acheté la nue propriété et votre mère avait gardé l'usufruit. Exact. Alors, du fait de son décès, vous avez récupéré l'usufruit, hein. Bon, la pleine propriété, on va pas dire ça comme ça. Vous avez récupéré la pleine propriété du bien, si c'est le bien que vous avez acheté. Oui. Vous avez payé le prix, il n'y a pas de difficulté, donc ce bien, il vous appartient. Vous pouvez accéder à la propriété, entrer dans la maison, si vous avez les clés, bien évidemment, puisque c'est votre bien. Je parle sous réserve que vous avez bien un acte de vente faisant état de la vente de la maison. Et voilà, je veux dire, il n'y a pas eu de réserve d'usufruit au décès de votre mère pour d'autres membres de votre famille, les frères, les sœurs, etc. Non, pas du tout. Ils ont eu leur part en argent, on a acheté tout. Et ils et elles étaient tous d'accord pour que ça se passe comme ça. C'était fait devant un notaire et tout. Et comme on attend un petit peu à droite, à gauche, il faut aller voir le notaire, il faut aller voir un avocat, il faut aller voir. Ben, je profite de l'occasion justement pour vous poser la question. Est-ce que demain, par exemple, je peux aller, puisque la maison est fermée pendant 3 ans, Oui. et j'aimerais bien savoir si là, demain, je peux entrer dans ma maison sans que un frère ou une sœur, j'en sais rien. Propriétaire, c'est Ben ça, oui, propriétaire. Voilà, vous êtes propriétaire. Alors, l'usufruit de votre mère a cessé avec son décès. Donc, vous avez récupéré la pleine propriété. Et donc, il est normal que vous puissiez rentrer chez vous, dans votre maison, puisque c'est la vôtre. Et il n'y aura pas besoin d'aller voir un avocat, parce qu'il n'y a pas de litige. Un avocat, vous pouvez aller le voir pour 2 choses, hein. Soit vous avez besoin de renseignements, voilà. Ou soit si vous avez un litige ou un procès, à ce moment-là, vous avez besoin d'une assistance ou qu'on vous défende. Mais il n'y a pas de difficulté. La seule chose, c'est qu'il vous faut avoir votre titre de propriété pour le lire et être sûr que vous êtes bien propriétaire parce que vous avez tout payé, etc., etc. Et puis le reste, ça se fera sans aucune difficulté. Je ne pense pas que vos frères et sœurs, s'ils ont pu récupérer leur part en argent, ils viennent vous faire des difficultés. Oui, je comprends. Voilà. Eh bien, écoutez, monsieur... Eh bien, merci beaucoup. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un homme qui prend ses précautions en vaut 2. En vaut Donc, 2. c'est très bien. Tenez, en parlant de précaution, vous allez avoir beaucoup de nettoyage à faire. Oui. Oh, ça c'est sûr, pendant 3 ans c'est fermé, donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ce sera le cas. Bon ménage, monsieur. Bon courage. Merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. Merci, au revoir. On continue au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute en compagnie de Maître Moutou Komora-Poulet. Allô? Allô? Oui, bonsoir. 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 Voilà, j'ai une question à vous poser. Oui? Mon copain a une fille de 19 ans. Elle habite chez ses parents. Oui. Il verse pension alimentaire. Oui. Jusqu'ici, ça va? On suit? Après? Alors, aujourd'hui, il est au courant que sa fille vit avec son concubin chez ses parents. Oui. Et la question est de savoir est-ce qu'il doit encore payer la pension alimentaire? Allô, madame? Voilà, il voudrait savoir est-ce que normalement il devait continuer à verser pension alimentaire ou pas. Alors, le principe, et souvent c'est écrit noir sur blanc dans les jugements qui fixent une pension alimentaire, c'est que la pension alimentaire, elle est due jusqu'à ce que l'enfant soit indépendant financièrement, soit autonome. Alors, aujourd'hui, si cette jeune fille a cessé, a arrêté ses études,
où elle ne suit pas de formation et qu'elle s'est mise en concubinage avec quelqu'un, c'est qu'elle est devenue majeure et autonome. On est d'accord? Alors, par contre, je vous entends très Non, parce mal. il va y avoir un sacré décalage, en fait, entre la réponse et l'entente de la dame. Madame, ça va? Allô, madame? Bon, déjà une chose, on ne l'a pas perdue. Elle est là. Oui, je suis là. Oui. Alors, madame, votre compagnon, il a encore des relations avec sa fille? Est-ce qu'il se parle? Est-ce qu'il est au courant de la situation ou est-ce qu'il a juste entendu dire qu'elle vit en concubinage? Mais en fin de compte, il a toujours une communication avec sa fille. Oui. Mais c'est par rapport de sa famille qui sait que la fille a son copain, que les deux vivent ensemble chez ses parents. Est-ce que la fille a arrêté ses études? Là, ça, il n'est pas au courant si l'autre part toujours à l'école ou pas. Voilà. Alors voilà, maintenant toute la question. Non, mais en fin de compte, non, elle part plus à l'école. Ah d'accord. Voilà. En fait, je comprends pourquoi vous avez un espace, parce qu'en fait, on vous dicte un petit peu la situation au fur et à mesure, c'est ça? Voilà, c'est mon maman qui me dit. J'ai tout compris. Donc votre concubin, il est un peu timide. Il veut pas passer à la Voilà. télé. À la télé. Ouais. Bon, écoutez, alors le principe, comme je vous ai dit, c'est que la pension alimentaire, elle est due lorsque les enfants poursuivent leurs études ou suivent une formation. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est se renseigner pour savoir si cette jeune fille, elle a suivi une formation où elle a tout arrêté et elle ne vit que d'amour et d'eau fraîche, ce qui est tout à fait possible. Oui. Avec un peu de jus d'orange quand même le matin, ça fait des vitamines. Bon. Maintenant, c'est vrai que la situation, elle est assez particulière parce qu'elle continue à vivre chez ses parents, chez sa mère. Voilà. Oui, voilà. Elle vit chez sa mère avec son concubin, son petit copain. Voilà. C'est plus un petit copain. Ouais, c'est plus un concubin. C'est c'est un petit copain. À 19 ans, et quand on vit chez papa ou chez maman, c'est plus un petit copain. Donc, moi, le conseil que je donnerais à votre concubin, à vous, c'est de faire un courrier ou demander à sa fille entre quatre yeux, là, est-ce que, d'une part, elle a cessé ses études? Est-ce elle peut justifier d'avoir une formation ou d'avoir fait une demande de formation? Auquel cas, il peut poursuivre le paiement de la pension alimentaire. Mais si cette jeune fille, elle est complètement oisive, qu'elle a arrêté toute activité scolaire ou éducative, à ce moment-là, il peut saisir le juge aux affaires familiales et demander la suppression de la pension alimentaire en exposant d'une part qu'elle n'a plus d'activité puisqu'elle n'a plus elle n'est plus à l'école, elle ne poursuit plus, elle ne poursuit plus de formation, rien là, et qui plus est, elle aurait un compagnon. Voilà. Voilà. Mais je ne vous conseillerais pas d'arrêter de payer la pension alimentaire comme ça, sans rien engager, parce que vous avez des chances de vous retrouver soit avec un paiement direct, comme le cas précédent, ou d'avoir la CAF qui vienne justement réclamer le paiement d'une dette, parce que justement la mère a fait une déclaration comme quoi il y a une pension alimentaire que le père a cessé de payer. Donc pour être sûr que ça ne posera pas de problème et de faire les choses en bonne et due forme, soit monsieur, il saisit le juge aux affaires familiales simplement par requête, il va au tribunal, il prend un formulaire, il remplit tout seul comme un grand et il va à l'audience pour demander la suppression de la pension alimentaire, ou, et c'est quand même mon conseil, c'est qu'il aille voir un avocat pour que celui-ci l'aide à faire la procédure, l'assiste devant le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension alimentaire si cette jeune fille a arrêté les études. Avec tous les cas évoqués. Voilà, et si en plus elle vit avec un compagnon. Voilà madame, on a répondu à votre question? Oui, merci. Merci, très bonne soirée. Bonne soirée. Au plaisir. Appel suivant? Allez. Allez, c'est parti. Bonsoir, allô, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Michel et j'ai un petit problème.
Donc je vous dis un grand bonjour à vous, Monsieur Jolet, ainsi qu'à vos coéquipières. Donc j'ai un petit Maître Moutou, problème comment rappeler, que j'espère que vous allez réussir à résoudre. Eh ben écoutez, posez d'abord la question, puis on verra ensuite. D'accord. Donc j'ai fait construire un petit chalet en bois et j'ai fait installer dedans un poêle à bois qui était prévu dans la construction. Le problème, c'est que le poêle à bois marche très bien, mais tout ce qui a été fait au niveau des évacuations et tout, ça marche pas du tout. Et la société a mis la clé sous la porte, donc je ne peux plus les joindre. Donc je n'ai aucun recours. Donc j'ai deux solutions. La première, c'est que je démonte mon poêle à bois et je le vends. Et la deuxième, c'est que je suis obligé de refaire des gros travaux dans la maison qui ne sont pas prévus et ça va me coûter très très cher. D'accord. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc une installation qui a été mal faite. Ouais. D'accord. Pour se retourner, la société. Pas du tout aux normes. Pas du tout aux normes. D'accord. Mais comment vous savez que c'est pas aux normes? Parce que j'ai appelé 3-4 boîtes en métropole et j'ai appelé une société ici aussi qui m'ont dit que c'était pas du tout aux normes. Ils m'ont fait passer un tuyau en fer, en fin de compte, dans le bois. Et le bois prend feu, quoi. Tout simplement. Ah, ça veut dire qu'en fait, il y a le tuyau en fer qui chauffe autour du bois. Il y a pas... Et qui prend feu, et donc je risque à mettre le feu à ma maison. Il est en coude. Ah bah c'est bien. Et donc là, on peut rien faire parce que cette boîte donc a fermé. Qu'est-ce qu'on peut... La boîte n'a pas fermé, elle a... Enfin, oui, elle est faillite, liquidée. liquidation. Bon, moi j'ai une troisième possibilité. Allez, monsieur nous a proposé deux possibilités, ou de revendre, ou de faire des gros travaux. Moi, j'ai une troisième possibilité. Ah, ça serait super. Ah ben, ça dépendra de vous. Un chauffage électrique, non? Oui, ça c'est prévu, ouais. Mais j'ai juste une question, parce que je suis assez curieuse. Allez-y. Vous habitez où? À la Chaloupe Saint-Leu. D'accord. Oui, c'est... Il fait pas si froid là-bas. Chaloupe Saint-Leu, c'est... Ouais, bah voilà, c'est... on est à 800 mètres, donc le poêle, en hiver, ça sert un peu quand même. Ouais. Ah, d'accord. Oui. Parce que le soir, ça va pas être au poêle, là, ça c'est clair. La bûchette. La bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, il commence à faire très chaud. Il n'y en a pas besoin. Ouais, non, le temps de trouver une solution. C'est vrai, la bûchette, pour le moment, n'est pas d'actualité. Alors, trêve de plaisanterie. Quand vous avez acheté ce matériel avec l'artisan ou la société en question, est-ce que vous avez demandé s'ils étaient assurés? Ils sont assurés, ils étaient assurés et j'ai payé donc le poêle et la pose. Oui, ils étaient assurés, bien évidemment. Donc vous avez une attestation de l'assureur? Non, j'ai pas d'attestation, j'ai juste une facture en fin de compte. D'accord. De ce que j'ai payé, quoi. Oui, mais bon, parce qu'en fait, si le poseur, il a bien une garantie, une assurance, une garantie décennale, etc. Donc, si c'est un problème de pose ou de pose, on peut mettre en cause l'assureur pour savoir ce qu'il en est et voir s'il n'y a pas moyen de faire refaire les travaux, du moins la pose, dans les règles de l'art. Ouais. Donc ça, c'est la première possibilité. Ouais. Et si c'est parce que là, aujourd'hui, c'est pas le matériel en lui-même qui est défaillant. Non, le matériel, c'est la pose. est très bien. Est-ce que la pose, c'est une tentative de meurtre, maître? Est-ce que la pose est une tentative de meurtre? Parce qu'on ne sait jamais. Par contre, il faut pas essayer de mettre le feu partout. Alors, bon, ce qu'il faudrait faire, puisque cette société, elle est en liquidation ou quoi, et se renseigner auprès du mandataire liquidateur pour lui demander à avoir une copie ou du contrat d'assurance ou de l'attestation garantie décennale de cette entreprise et ensuite vous rapprocher, faire la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance. À ce moment-là, il faut que je prenne un avocat, non? Si vous connaissez le mandataire liquidateur... Non, je connais pas, non. Comment vous avez su que l'entreprise était en liquidation? Parce que j'ai appelé, en fin de compte, j'ai le numéro de GSM de la société de quelqu'un de la société. Donc j'ai appris que la société était en liquidation, quoi. Depuis peu?
Depuis l'année dernière. Bon, ça fait quoi? Ça fait, nous, on a fait construire il y a 6 mois, donc ça fait 4 mois, à peu près 4 mois. Ouais. 4 mois. Ouais. Donc, ce que vous pouvez faire, essayez de voir sur Internet, sur les annonces légales. Oui, bien sûr. Sur un oui, journal ouais. d'annonces légales pour savoir si vous pouvez retrouver... Avec le numéro de SIRET, je peux retrouver, mais moi, ce qui m'inquiète, Oui. c'est que, en fin de compte, si je lance une procédure, il faut que je prenne un avocat. Donc, effectivement, ça va me coûter de l'argent. Oui. Voilà, donc Mais moi non. j'ai payé une installation, enfin pour aller une installation, et là il va falloir que je prenne un avocat qui va me coûter de l'argent, bien évidemment, et en fin de compte, je sais pas si moi je vais rentrer dans mes frais, donc voilà, est-ce que Non. ça vaut le coup de le faire ou pas, tout simplement. Alors, là, Est-ce que vous ça êtes vaut en le train de- coup de lancer une procédure ou On va vous répondre, on va vous répondre. On va vous Non, là, répondre. vous êtes en Sinon, train de... moi, le poil, je le démonte, et je le vends. Et puis Non, voilà. non, pas de décision active comme ça, s'il vous plaît. Non. Calmez-vous. Calmez-vous, on va vous répondre tout de suite. Ok, Maître d'accord. Moutou comme aura poulet. Ok. Dites-nous tout. Bon, non. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour avoir les coordonnées de la compagnie d'assurance, vous n'avez pas forcément besoin d'un avocat. Il n'y a pas de procédure à faire auprès de la compagnie d'assurance. D'accord. Alors, si c'est une société qui est sur l'île, vous avez, deux C'est une mandataires. société qui était sur l'île. Voilà. Bon, vous avez 2 mandataires liquidateurs sur l'île. Ouais. Il y en a pas beaucoup plus, hein. D'accord. Sauf erreur de ma part. Bon, Au voilà. nord et au sud. Non, sur Saint-Denis, il y en a au moins 2. Alors, vous appelez ces 2 mandataires ou vous questionnez le tribunal mixte de commerce pour savoir qui a été le mandataire, qui a été désigné pour la liquidation de la société qui était votre co-contractant. D'accord. Oui. Première chose, ça mange pas de pain. Vous notez, hein? Vous Oui, je note, appelez, inquiétez pas. vous déplacez, vous allez au tribunal de commerce. Quand vous avez cette information, vous prenez contact avec le mandataire liquidateur. Lorsqu'il y a eu le prononcé de la liquidation, il a dû récupérer l'ensemble des documents de la société. Oui. Donc, il pourra vous dire si cette société était bien assurée et de vous donner les coordonnées et une attestation peut-être de la compagnie d'assurance. D'accord. D'accord ? Oui. Troisième chose, vous prenez un stylo et un papier. Quand vous avez ces coordonnées, vous faites une déclaration de sinistre auprès de cette compagnie d'assurance. En lui envoyant... Une déclaration de sinistre. Oui. Mais il n'y a pas eu de sinistre. Alors, le sinistre, Non, mais c'est... malfaçon. En disant, voilà... La j'ai- malfaçon, prendre Voilà. des photos, Voilà. expliquer, etc. C'est ça? Voilà, en lui disant que bon, voilà, vous avez contracté avec telle société, que la pose pose n'était pas réglementaire, n'est etc., pas aux normes, aux normes, etc. etc. Qu'aujourd'hui, l'installation, elle est défaillante et que, de ce fait, vous mettez en cause l'assureur de la société. D'accord. L'assureur de la société va vous répondre, va se mettre en contact avec vous et va peut-être dépêcher sur les lieux un expert. Peut-être. Mais non, il faut bien jouer le jeu, hein. Bah oui, voilà, je peux pas faire les Voilà. réponses. Non, oui, d'accord. Oui. Voilà, madame. Voilà, monsieur. Pardon. Donc, jusque-là, il n'y a pas besoin d'avocat. Voilà. Donc, Très bien, voilà, je super. crois que ça a été résumé. Ouais, Malheureusement, vous ne pourrez pas allumer ce soir le feu. Allumer je le n'allume pas feu. le feu ce soir. Sur ce, merci beaucoup et écoutez, suivez Ben, en je vous effet les remercie conseils beaucoup de vos Maître conseils Moutou et comme aura merci poulet. pour votre émission qui est excellente. Merci beaucoup, merci, Merci, bonne soirée à à vous. bientôt. Allez, merci. Allez, au dernier appel au standard et on se retrouve à la semaine prochaine, Inch'Allah, si Dieu veut. Bonsoir. 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 Bonsoir, voilà. On a encore 3 minutes pour vous, c'est bon. Ok. Quand j'ai une petite question à vous demander, voilà. On va vous donner une Comme petite je viens réponse. de reprendre un contrat aidé, et là, la CAF, je vois dans mes droits pour le mois de décembre, je vois qu'ils ont affiché allocation différentielle. Donc, je voudrais savoir, c'est quoi, ça veut dire quoi, l'allocation différentielle. Donc, Allocation différentielle. voilà. Alors, vous étiez bénéficiaire du RSA. Oui.
vous avez signé un contrat aidé. Oui. Et un contrat aidé sur un temps partiel. Voilà. Voilà. Comme c'est pas à temps plein, donc comme je suis déclaré avec madame, et comme c'est madame qui touche les prestations. Oui. Et là, je vois dans ses droits, donc ils ont affiché l'allocation différentielle. Et après, à côté du montant, donc il n'y a pas de montant, il y a une petite étoile, et c'est écrit, vous ne remplissez pas ou plus les conditions d'activité. D'accord. Donc voilà. Alors, le plus simple, ce serait de vous renseigner auprès de la CAF. Oui. Hein, ça, c'est le plus simple. Oui. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une allocation différentielle. Je suppose, et ça, je l'ai vu dans le cadre des dossiers que j'ai au cabinet. Oui. Alors, il y a, lorsque vous avez un contrat aidé d'un certain nombre d'heures, Oui. que vous ne faites pas un temps plein, Non. pendant 6 mois, Oui. ou pendant quelques mois, je ne vais peut-être pas m'avancer, je ne veux pas dire des bêtises, pendant quelques mois, vous avez le RSA qui est maintenu. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est peut-être ça. Maintenant, C'est ça. Mais voilà. donc, ça rentre pas pareil comme le RSA activité, alors donc ça n'a rien à voir avec le RSA activité, ça? Là, Avec les activités, ça n'a rien à voir avec les activités, c'est ça? Voilà, parce qu'il y a le RSA SOC et le RSA activité, donc c'est pas... oui, alors, je pense que c'est plus, ça rentre dans ligne de compte du RSA activité. Ah, ok. Pendant quelques mois, le RSA, il est maintenu. Oui. Et puis jusqu'à ce qu'il disparaisse. Maintenant, comme je ne peux pas vous apporter plus d'éléments, Oui. à mon sens, peut-être que... M'informer au niveau de la CAF. Voilà, appelez directement la CAF. Oui. Mais moi, j'ai vu dans certains dossiers, il y avait le maintien de cette allocation pendant quelques mois, alors même que la personne avait signé un contrat aidé, Oui. parce qu'elle n'avait pas un temps plein. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est peut-être possible. Alors, peut-être que votre compagne, elle touche peut-être encore le RSA. Non, elle touche plus parce que, au niveau... avant, j'étais... j'avais la CIDIC. Oui. Donc, avec le montant que je percevais, donc la CAF m'a dit que j'ai dépassé le montant décret. Oui. Donc, ils ont enlevé le RSA pour madame. Oui. Et puis, ainsi que les allocations. Oui. Et là, comme je viens de signer un contrat aidé, Oui. et là, je vois qu'ils ont affiché ça parce que hier, j'avais signalé à la CAF que comme quoi je viens de signer un contrat. Mhm. Et là, je vois aujourd'hui, ils ont affiché ça dans les prestations, mais à côté, il n'y a pas de montant. D'accord. Donc, il faudra que je me renseigne au niveau Alors, de la est-ce que CAF. ça veut... Il y a une petite étoile disant que vous ne remplissez pas les Voilà, c'est conditions. écrit ça à côté, voilà. Voilà, alors... Voilà, donc rien, vous pouvez tout à fait appeler. Il ne sert à rien de faire l'économie d'un appel à la CAF, Ouais, même ouais. si Ok. ils prennent un certain temps pour répondre. Mais au moins, vous pourrez avoir une explication précise. Ah, ok. Voilà. Ok, c'est bien, c'est bon alors. Merci beaucoup. Vous étiez Ok. donc la dernière personne au standard. Très bonne soirée à vous, monsieur. revoir. Merci Au revoir. également à tous les téléspectateurs qui nous ont appelés, qui nous ont également suivis. La semaine prochaine, on posera une question, bien sûr, à nos avocats. Peut-on se retourner contre un élu qui n'a pas tenu ses promesses? Eh bien, écoutez, ce sera donc la semaine prochaine qu'on aura la réponse. Maître Moutou Komora-Poulet, merci beaucoup de votre venue. Et on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour l'émission Les Experts. Sur ce, bonne soirée.